Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. Nous nous efforçons ici de mieux vous informer pour mieux agir. On ne peut évidemment pas commencer cette émission sans penser à ceux et à celles qui luttent aujourd'hui sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour tenter de conserver leur lieu de vie. Les dernières nouvelles font état de destruction, de bombes lacrymogènes et de tabassage. On assiste bien à une volonté du gouvernement de passer en force, de liquider, de nettoyer tout ce qui pourrait rappeler que dans le mot « lieu de vie », il y a le mot « vie ». C'est de cette lutte-là qu'il est question aujourd'hui. Sans transition, un article de Libération du 11 mars 2018. Le développement du solaire était présenté comme le premier objectif de la visite d'État d'Emmanuel Macron en Inde ce week-end. Mais samedi, à la veille du sommet de l'Alliance solaire internationale, c'est l'atome qui a tenu la vedette dans la villa Hyderabad, le Matignon indien. Tout sourire, le Premier ministre Narendra Modi et son invité ont annoncé, au milieu d'une petite cinquantaine de partenariats commerciaux et non commerciaux, la signature d'un accord industriel par EDF pour la livraison de 6 réacteurs nucléaires EPR à Jaitapur, petite ville côtière connue pour ses vergers de mangue et de noix de coco, et située entre les plages de Goa et Bombay dans le sud-ouest de l'Inde. Monsieur Macron choisit décidément bien ses dates pour montrer son mépris de la population. C'est en effet le 11 mars dernier, jour anniversaire du début de la catastrophe de Fukushima, qu'il a décidé de rencontrer le Premier ministre indien. Pour finaliser, la vente de 6 réacteurs EPR à l'Inde, soit 9900 mégawatts, qui en fera le projet, la plus grosse installation nucléaire dans le monde. Donc l'accord final et le début de la construction sont prévus en 2018. Ce projet a été initié en 2010 par Nicolas Sarkozy. Les gouvernements se suivent et se ressemblent, mais peinaient à se concrétiser car la loi indienne rendait financièrement responsables les fournisseurs de réacteurs en cas de catastrophe, ce qui n'était guère du goût du gouvernement français. En avril 2015, donc il y a 3 ans, on avait consacré une émission ici au projet EPR en Inde, avec comme invitée la co-réalisatrice d'un magnifique documentaire qui s'appelait Areva. Nous allons vous en proposer quelques extraits aujourd'hui, ainsi que le témoignage d'une antinucléaire indienne recueillie pendant le Forum social antinucléaire de novembre dernier à Paris. Sur ce projet et sur les luttes et sur tous les opposants, en fait, et on va voir que les méthodes sont les mêmes partout pour l'implantation de tous ces méga projets industriels. C'est le mépris de la population, l'anéantissement des modes de vie traditionnels, la falsification des débats publics et la répression violente des opposants. On va écouter le premier extrait où il est question du territoire de Jaitapur avant la centrale nucléaire. Jaitapur, c'est à 350 km au sud de Bombay, donc sur la côte ouest de l'Inde. C'est dans la région, dans le district de Ratnagiri, donc dans l'état du Maharashtra, qui est un des états les plus riches de l'Inde, donc c'est l'état où est Bombay également. Au sud, il y a Goa, donc avec toutes les plages qui attirent les touristes. Oui. C'est une très belle région, c'est très très vert, c'est très fertile.
on appelle ça la Konkan Coast parce qu'en fait, le long de la côte, il y a des montagnes, les montagnes Konkan. Et plus précisément à Jaitapur, le futur site de la centrale se trouve en fait sur une sorte de presqu'île où, alors sur le plateau de la presqu'île, c'est assez infertile. C'est un plateau où personne il n'y a pas d'agriculture. Par contre, juste derrière, il y a énormément de plantations de mangue. C'est la mangue Alfonso qui est très réputée dans le monde entier. Il y a également des noix de cajou, des bananes. Et en face de cette presqu'île, il y a un village qui s'appelle Sakrinat, donc au nord de la presqu'île, qui est un peu en retrait dans les terres et qui, lui, vit essentiellement de la pêche. Et donc, pour aller pêcher dans l'océan, il remonte un espèce un espèce de canal. C'est pas vraiment un canal, mais c'est la mer qui rentre dans la terre. Et ensuite ils sortent et ils sont sur la mer d'Arabie. Et donc tout l'enjeu pour ces pêcheurs, c'est qu'ils pourront plus, comme autour d'une centrale il y a un périmètre de sécurité, ils pourront plus passer près de la zone nucléaire sans se faire contrôler sans arrêt, etc. Et donc de toute façon, ils ont aussi peur que l'eau chaude rejetée par la centrale ait un impact sur les poissons. Et ils ont raison. Oui. Donc c'est de la pêche, c'est de l'horticulture. On parle d'une zone là d'environ 1000 hectares pour implanter les réacteurs. C'est ça, ce qui correspond à peu près à 5 villages. Oui, c'est à peu près ça, ouais. 950 hectares, je crois, quelque chose comme ça. Et ça correspond à combien de personnes, ça ? Alors, au niveau des... dans le village de Sakrinat, il y a 3000 habitants à peu près. Non, un peu plus, 5000, je crois. Après, sur la presqu'île, c'est des petits villages assez peu peuplés parce que c'est des grandes propriétés c'est des grands espaces, des grands vergers de mangue. Il y a à peu près 5 villages qui vont être évacués. Le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que vont devenir ces gens. Enfin, ils ne sont pas du tout assurés d'avoir un travail après. Alors que c'est une... Enfin, on n'imagine pas comme ça parce qu'on peut se dire qu'un village de pêcheurs, ça... Enfin, nous, on pense à nos villages de pêcheurs en France. Là-bas, il y a encore énormément de poissons. Il n'y a pas de pêche... c'est encore de la petite pêche, en fait. Donc, ils gagnent très très bien leur vie. Donc, ce village, il vit très bien. Ils exportent leurs poissons dans toute l'Inde, mais également à l'international. Donc, pour eux, ce sera une très très grosse perte économique. Donc en fait, ça veut dire tout un territoire rayé, un peu rayé de la carte, quoi. Et ces gens, ils ont été expropriés. Enfin, ça a déjà commencé les expropriations. Hein. Oui, ça a déjà commencé. Il y en a certains qui ont accepté de vendre leurs terres, d'autres qui continuent à se battre alors que la vente, le gouvernement indien a augmenté ses prix pour acheter la terre. Le problème, c'est que la menace est de plus en plus grande de se faire virer, exproprier, sans achat de terre en retour. Et après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour acquérir ces terres, le gouvernement indien avait, de toute façon, pour la centrale, commandité un rapport sur l'environnement. Donc, ils ont payé... c'est pas très neutre. Oui, on s'en doute. Et en fait, dans le rapport environnemental, il est dit que la région est infertile, alors qu'en fait, c'est que le plateau qui est infertile. Et que donc, ça pose pas du tout de souci d'exproprier tous ces gens qui, de toute façon, ne font pas grand-chose par là. Alors que ça, c'est complètement faux. Nous, on y a été, c'est très vert et c'est pas du tout infertile. Donc ça, c'est un de leurs arguments, je dirais. Voilà, état des lieux du territoire de Jaitapur avant l'implantation du méga projet
6 réacteurs EPR, dont il faut rappeler qu'aucun n'est encore en service dans le monde, puisque c'est un type de réacteur qui connaît beaucoup de déboires. Donc c'est en fait 40 000 personnes qui n'auront plus de moyens de subvenir à leurs besoins. On va continuer par un deuxième extrait de cette émission qu'on avait enregistrée en 2015 sur le sujet, donc ça fait déjà 3 ans, avec la co-réalisatrice du documentaire Areva, dont je vous recommande vivement de prendre connaissance. C'est en fait là maintenant sur la lutte, comment s'organise la lutte sur ce territoire, et puis plus d'informations sur l'impact du projet. Oui, on était en train de parler de la lutte des villageois, des gens qui vont être soit expropriés, soit empêchés, disons, de travailler à cause de l'implantation de réacteurs EPR en Inde sur le site de Jaitapur, ça qui a fait l'objet donc d'un accord entre la France et l'Inde par le biais de l'entreprise Areva. Et on était en train de parler de la façon dont les gens luttaient, avec en particulier un tué en 2011 lors d'une manifestation, et je crois que c'était avec utilisation de balles réelles. Oui, ouais. Ils ont réprimé la manifestation avec des balles réelles. Donc depuis, la police n'a plus le droit d'entrer dans Sakrinat, le village de pêcheurs, et les villageois continuent à manifester régulièrement. Enfin voilà. Après, il n'y a pas de, ce que je disais, c'est que c'était difficile de mobiliser à l'échelle nationale toute l'Inde. Parce que les gens sont pour le nucléaire en majorité. En majorité, sauf quand ils sont concernés et qu'ils habitent juste à côté. Oui, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose, oui. Oui, mais en général, oui, non, ils sont plutôt pour, parce que voilà, le gouvernement, lui, dit vous voyez bien, vous n'avez pas assez d'électricité, on a besoin d'électricité, regardez, c'est gigantesque, c'est des super beaux projets, et puis et voilà, il n'y a pas forcément de questionnement autour de ça. Et puis c'est ce qu'on entend ici aussi, c'est propre, ça joue pas sur les gaz à effet de serre, enfin, etc., etc. Et oui, mais donc on voit très bien dans le documentaire une sorte de, enfin, moi j'ai trouvé que les gens étaient très en colère en fait. C'était ça qui ressortait, et il y a des graffitis partout avec Areva Go Back, enfin. Non nucléaire. Ouais. Ils sont très en colère, surtout que on les a pas, les consultations publiques n'ont pas eu lieu dans des conditions très claires en fait. Par exemple, il y a eu donc un rapport sur l'environnement fait sur place pour déterminer l'impact environnemental de la future centrale. Et le rapport devait être donné aux villageois. Et il a été donné seulement 10 jours avant la venue d'Areva et de Nicolas Sarkozy en Inde. Il a été donné surtout en anglais, alors que les villageois ne comprennent pas l'anglais et ne parlent même pas forcément hindi, ils parlent le Mahabharati, qui est la langue du Maharashtra. Donc évidemment, dans ces conditions-là, ils se sentent pas vraiment pris en considération, ils se sentent leurrés complètement par la NPCL, qui est la compagnie, c'est l'équivalent d'EDF en France en fait, c'est eux qui seront les opérateurs du futur parc nucléaire. En fait, cette histoire de débat public et de langue, on l'a évoqué ici dans cette émission il y a à peu près un mois, quand on a passé les extraits de la personne de la tribu indienne des Dinés qui est au Nouveau-Mexique et qui lutte contre les mines d'uranium sur son territoire, où elle nous expliquait que évidemment tous les documents pour les débats publics étaient en anglais, dans une langue d'experts, et que c'était parfaitement incompréhensible pour les Indiens qui souvent ne parlaient pas correctement anglais. On voit vraiment des similitudes entre tous ces projets.
Donc, Monsieur Macron était en Inde. Je voulais juste vous lire un petit communiqué, enfin un petit extrait d'un opposant indien sur la venue de Monsieur Macron. Les Français n'ont pas le droit d'infliger les risques et la dévastation environnementale de l'énergie nucléaire sur la communauté en Inde qui la refuse. Nous sommes évidemment d'accord. On va maintenant passer l'extrait d'un témoignage d'une opposante anti-nucléaire qui est aussi animatrice d'un site très intéressant sur la lutte anti-nucléaire en Inde qui s'appelle dayanuke.org, qui est en anglais, donc voilà, c'est uniquement pour les anglophones. Elle est venue témoigner au Forum social anti-nucléaire à Paris en novembre dernier. Et on va l'écouter sur la lutte au quotidien de ces populations contre l'implantation de réacteurs nucléaires en Inde. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la France qui est sur le coup, il y a aussi Rosatom et Westinghouse. Voilà, pour le moment, le nucléaire représente 3% de l'électricité produite en Inde. Et il compte bien faire augmenter de façon substantielle cette production de nucléaire dans l'électricité. On écoute Sonia Ouria. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sonali Ouria, je viens d'Inde. Je fais un doctorat sur le mouvement antinucléaire en Inde, vu sous l'angle de la démocratie et de la dissidence, et de comment l'État indien a cherché à supprimer le mouvement antinucléaire dans le pays. Je voulais remercier les organisateurs qui nous ont donné l'occasion de partager nos expériences dans nos pays différents et peut-être de poursuivre le dialogue et de voir comment on pourrait avancer ensemble à l'avenir. En guise de toute première introduction, je voulais dire que le mois prochain, le président français sera en visite en Inde pour finaliser l'accord entre EDF et son équivalent en Inde. Nous savons tous que les réacteurs nucléaires sont coûteux et dangereux, mais il est plutôt regrettable que le gouvernement français insiste à vendre ces réacteurs en Inde. Et il est encore plus regrettable que le gouvernement indien, après avoir écrasé toutes les voix de l'opposition citoyenne et des experts en Inde, soit si disposé à acheter ces réacteurs. Il semblerait que le gouvernement indien ait très peu appris de la catastrophe de Fukushima et qu'au lieu de mettre la priorité sur la vie, sur la sécurité et la protection de l'environnement dans le pays, il est choisi de développer de façon massive le nucléaire. Il existe ici, et la majorité d'entre vous le sait bien, une lutte anti-nucléaire conséquente contre ces réacteurs EPR qui doivent être fournis par le gouvernement français. Dans un lieu appelé Jaitapur, sur la côte ouest de l'Inde, la lutte dure depuis environ 10 ans. Et il y a des luttes similaires dans de nombreux autres endroits, comme Kudankulam, qui est la lutte la plus longue contre le nucléaire en Inde. Il y a d'autres luttes similaires dans un endroit appelé Kovada contre Westinghouse et GE, où ils implantent leurs réacteurs. L'Inde, comme je l'ai dit, est l'un des pays qui a un développement massif du nucléaire.
en dépit de ce qui s'est passé à Fukushima et en écartant les questions importantes de sécurité, de viabilité économique, de dommages environnementaux. Et bien sûr, ils ont réprimé de façon très brutale la résistance publique à ce développement. Il y a eu ce consensus quasi unanime en faveur de l'énergie nucléaire civile et militaire, tous partis confondus. Et c'est pourquoi, quand des milliers de simples pêcheurs, de femmes, de gens âgés se sont opposés à ces réacteurs, eh bien, l'État indien est intervenu de façon très brutale contre ces gens et les ont écartés comme étant des gens incultes, irrationnels, anti-développement, anti-gouvernement. Malgré tout ça, on a pu constater depuis une dizaine d'années une lutte très courageuse et très pacifiste de la part des Indiens contre ce développement nucléaire. Ils ont été soumis, comme je l'ai dit, à une répression brutale par le gouvernement indien qui a criminalisé la dissidence en disant que les gens étaient contre le développement et contre la nation. À Kudankulam, c'est quasiment un record, mais c'est 8000 personnes, dont des femmes et des enfants, qui ont été accusés d'être contre la nation et des accusations très sérieuses comme la sédition ou la déclaration de guerre contre l'État indien ont été appliquées à ces personnes. Leurs passeports ont été confisqués et ça continue maintenant comme ça depuis des années. Et c'est une lutte pour que ces gens essayent de récupérer leurs papiers, ce qui devrait être refusé bien entendu à aucun citoyen. Il y a un petit village qui était le centre de la protestation à Kudankulam et qui a été encerclé par plus de 7000 forces armées. Et l'entrée de toutes les marchandises vitales vers ce village a été bloquée pour plusieurs jours. Et ce n'est que par la voie maritime que les gens ont pu se ravitailler à partir des villages voisins. Les audiences publiques obligatoires qui sont censées être tenues par le gouvernement pour consulter les populations, pour voir s'ils veulent du nucléaire et pour prendre en compte leurs remarques, sont devenues une sorte de blague, une mascarade en Inde. En fait, on ne donne que très rarement aux villageois l'occasion de donner leur opinion. Et dans les rares cas où ils ont pu exprimer leur vive opposition au projet, eh bien, la fois suivante, le gouvernement a envoyé des troupes armées pour monter la garde lors de ces audiences publiques et passer en force en rendant des rapports disant évidemment que les gens étaient d'accord avec le projet. Une autre façon dont le gouvernement indien est passé et passe toujours en force, c'est que les conseils territoriaux locaux qui ont passé des arrêtés, quelquefois à plusieurs reprises contre ces réacteurs nucléaires, eh bien, le gouvernement les a complètement ignorés, écarté les décisions de ces collectivités élues localement. L'autre chose, c'est que le gouvernement indien a écarté l'opinion des experts sur l'intérêt de l'énergie nucléaire.
En 2014, il y a eu une sorte de dégradation de la liberté des gens à s'exprimer. C'est devenu pire, surtout sous le gouvernement du Premier ministre Modi. Et donc en fait, en 2014, à sa réélection, le gouvernement a fait paraître un rapport confidentiel qui émanait de ses services secrets et qui identifiait Greenpeace India, la coalition pour le désarmement nucléaire et la paix et beaucoup d'autres associations militantes comme étant anti-développement et anti-gouvernement. C'est le niveau jusqu'où le gouvernement est allé pour discréditer le mouvement anti-nucléaire dans le pays. Malgré tout ça, je pense qu'il est d'autant plus courageux, méritoire que les opposants sont parmi les plus vulnérables, les plus pauvres et dont la vie même dépend de l'agriculture et de la pêche traditionnelle. Et pourtant, malgré cette confrontation à cet État indien puissant et armé, il continue de résister, ce qui force le respect. Voilà, oui, ça continue de résister et ça force le respect. On avait commencé l'émission en parlant de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et la façon dont le gouvernement éradique avec force les lieux de vie des gens qui sont là depuis plusieurs années. Voilà, c'est l'éradication des lieux de vie semble être une constante de notre monde industriel. Pour finir, je voudrais juste qu'on écoute un dernier extrait très court de notre émission de 2015 sur en fait les véritables enjeux en Inde du nucléaire. À quoi ça sert vraiment ? Ce que nous, on a trouvé, ce qu'on a voulu montrer dans ce documentaire, en fait, on voulait vraiment enquêter en amont de la vente d'une centrale et non pas en aval après la catastrophe nucléaire possible comme à Fukushima, pour comprendre pourquoi on vendait une centrale. Est-ce que c'était juste par besoin d'électricité ? Est-ce qu'il y avait d'autres choses derrière ? En fait, il y a énormément de choses derrière. C'est d'abord du business, tout simplement. Mm-hmm. Et c'est du business commercial, mais c'est aussi des positions géopolitiques et stratégiques faites par les États-Unis notamment, parce que l'Inde est quand même idéalement située face au Pakistan. Donc les États-Unis, après 34 ans d'embargo, se sont dit tiens, finalement, ce serait peut-être pas mal de se mettre l'Inde en allié. Et l'Inde a été finalement très maligne dans ce qu'elle voulait obtenir, parce que elle voulait continuer à développer son nucléaire, mais elle en avait plus, elle avait plus d'uranium, donc les pays occidentaux, comme ils avaient besoin d'un allié, ont dit oui à la commercialisation de nucléaire civil, alors qu'encore une fois, l'Inde n'est pas signataire du traité de non-prolifération. Donc elle peut développer elle peut utiliser ses centrales civiles pour développer son programme militaire, sans qu'on le sache. Et donc, voilà le pourquoi du comment. Bien, on a appris aussi aujourd'hui, ce matin, que 2 opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse, ont été condamnés à 4 mois de prison avec sursis pour avoir osé participer à un rassemblement pendant lequel les manifestants avaient légèrement bousculé le mur que l'Andra avait construit autour d'un bois qui fait... voilà. Enfin, on en a déjà largement parlé. Mais enfin, là, c'est 4 mois de prison avec sursis, les 2 boucs émissaires. Bien, que rajouter ? Eh bien, que vous pouvez retrouver cette émission sur la centrale nucléaire de Jaitapur, le projet d'EPR, le méga projet d'EPR, sur la chaîne YouTube du collectif antinucléaire 13. C'est une émission qui date d'avril 2015.
que si vous êtes anglophone, vous pouvez aller sur le site dianuc.org pour tout savoir sur la lutte en Inde. Vous pouvez aussi aller consulter tous les témoignages des opposants, soit au Niger, soit en Inde, soit au Nouveau-Mexique, sur le site du Forum social antinucléaire qui a eu lieu à Paris en novembre dernier. Je vais remercier Sidi à la technique et puis on se retrouve dans 15 jours.